bonjour à toutes, bonjour à tous. Vanessa Ranévosan, donc Data Scientist à la CMA CGM. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aurélie Feher, responsable transformation cloud à la CMA CGM. Alors je vais vous avouer quelque chose, c'est ma toute première conférence. Et quand on sait qu'on se souvient toute une vie de ses premières fois, je suis contente que ce soit aujourd'hui, avec vous, et sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors avant de commencer, puisqu'on est entre nous, je vais vous raconter une petite anecdote. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on se trompe sur vos fonctions? Moi, ça m'arrive souvent. La dernière fois, c'était il y a quelques mois, j'étais dans un salon IT. J'avais été invitée par un fournisseur pour mon rôle dans le cloud. Et je quittais un stand, j'allais vers une conférence, et là, je rencontre une connaissance, on engage la conversation. J'en profite pour le remercier de m'avoir invité à ce salon, puisqu'il faisait partie de cette société fournisseur. Et puis, à un moment dans la conversation, il me dit « Mais rappelle-moi, Aurélie, tu fais quoi déjà à la CMA? T'es au marketing ?» Alors, sur le coup, je ne comprends pas pourquoi il me pose la question. Je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Je pensais qu'il savait ce que je faisais, mais visiblement non. Et du coup, il essaye de se rattraper. Il me dit « Ah, mais t'es aux achats, c'est ça ?» Là, il y a eu un silence. En fait, j'ai compris. C'était juste pas naturel pour lui que je puisse être ici sur ce salon informatique et en ayant un rôle dans l'IT. Alors, je lui en veux pas. C'est normal. Il y a peu de femmes sur les métiers informatiques. Je le remercie même. D'ailleurs, je l'ai croisé aujourd'hui. Il est peut-être dans la salle. Je ne sais pas s'il se rappellera de cette anecdote. Et donc, c'est grâce à lui et c'est exactement ce qui m'a poussé et ce qui nous a poussé aujourd'hui. Ah, ma boucle d'oreille. Je vais l'enlever. Ne bouge plus. Ouais, je vais l'enlever. Mais vous m'avez coupé. Donc c'est grâce à lui, donc je ne sais pas s'il se reconnaîtra, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et on va vous parler de DevOps. Alors non, on ne s'est pas trompé dès le premier slide, hein. C'est bien de DevOps dont on va parler et pas de DevOps, avec un I. Donc on va vous parler de diversité. Oui, et on va essayer de comprendre ensemble comment on en est arrivé là et comment Aurélie est rentrée dans cette situation finalement. Et surtout aller plus loin et voir l'incidence du manque de diversité dans nos métiers, pour que, en espérant qu'à la fin de ces 30 minutes passées ensemble, vous percevez vous aussi les bénéfices de la diversité comme vraiment une source de performance pour vos équipes, pour votre entreprise, mais qu'il y a un réel enjeu sociétal derrière. Donc, est-ce qu'on parle quand même un peu de DevOps à un moment? Allez, on va commencer. Je vais parler juste un tout petit peu de DevOps, parce que ce n'est pas mon truc, mais juste pour vous aider à comprendre un peu le paysage de DevOps à la CMA-CGM. C'est 3 équipes qui pratiquent les méthodes DevOps. Sur ces 3 équipes, donc ça fait environ 30 personnes. Et au milieu de ces 30 personnes, il y a Soline. Soline, elle est là dans la salle, je ne sais pas où elle se cache. Par là. Et Soline, c'est la seule femme sur les 30 personnes, donc c'est la seule développeuse à la CMA-CGM qui pratique les méthodes DevOps. Donc l'idée, c'est pas de savoir comment le vit Soline, hein, on n'est pas là pour ça. L'idée, c'est de dire une personne sur 30, ça fait 3%. Alors 3%, c'est mieux que 0, c'est sûr, mais c'est quand même pas beaucoup. Alors on va partir du principe, dans la salle, que vous êtes tous dans l'informatique, et je vais vous demander de lever la main ceux qui travaillent avec plus de 50% de femmes dans votre entourage IT. Ah, vous avez levé la main? Oui, non? Ah oui, dans l'IT. C'est pour ça que je dis je pars du principe que vous êtes tous dans l'IT. Quelqu'un d'autre au fond? Non? Non. Voilà, donc si je fais l'exercice inverse, levez les mains ceux qui travaillent avec moins de 50% de femmes. Waouh, celle-là, j'aurais pu la parier. Ouais, on s'y attendait pas du tout. Du coup, ça me permet de rebondir sur le chiffre national. En fait, le chiffre officiel, c'est il y a 27,4% de femmes dans le numérique en France. Alors, quand on sait que sur Terre, on est 50-50 à peu près, ben on est loin de cette représentativité-là dans nos métiers. Alors, à la CMA-CGM, on est un peu mieux. On est à 36% de femmes à la direction IT et transformation. Pour autant, on l'a vu avec l'exemple de Soline, il y a quand même des domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées. On va parler plutôt des domaines vraiment techniques, comme le dev, les data scientists. Alors oui, effectivement, il y a peut-être des profils de poste, type chef de projet, sur lesquels on peut trouver un peu plus de femmes. Mais après, quand on va dans les domaines infrastructure, par exemple le domaine d'où je viens,
ou des postes très techniques. Effectivement, là, on est en dessous de ces chiffres-là. Alors pourtant, les femmes sont à l'origine des sciences informatiques. Et ça, c'est important de le rappeler. Notre ancêtre à tous dans la salle, elle s'appelait Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est une mathématicienne anglaise des années 1800. Elle est connue principalement pour avoir créé le premier algorithme. Mais il n'y a pas eu qu'elle, il y en a eu d'autres. Il y a eu Grace Hopper aussi, qui a créé le premier compilateur et qui est à l'origine du langage COBOL. Il y a Margaret Hamilton, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une informaticienne codeuse de la NASA, et elle a contribué à la réussite des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc on le voit, les femmes, elles étaient à l'origine. Alors comment ça se fait que nous, les héritières de Miss Lovelace, on soit aussi peu représentées aujourd'hui et on se fasse aussi rares? En fait, la question, c'est aussi, est-ce qu'on était aussi peu nombreuses à l'origine dans les sciences informatiques? Eh bien, pas tellement en fait, parce que toutes celles que tu viens de citer viennent d'une époque où les femmes avaient réellement leur place dans l'informatique, notamment pendant les guerres où les hommes étaient au front. On avait par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale des groupes de femmes qui programmaient ou qui opéraient des machines de crypto-analyse avec des cartes perforées pour décoder les messages des nazis. Donc on les appelait les calculatrices. Et comme vous voyez sur la courbe, il y a eu un moment, donc un peu avant les années 90 finalement, où on atteint presque une forme de parité, où on arrive à 40% de femmes dans les métiers de l'informatique. Mais quelque chose se passe à ce moment-là. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas l'air de savoir, Vanessa, si je peux essayer de répondre? Ouais. Par hasard? Ah, non. Ah non, il se gratte sous les bras. Non, c'était pas une réponse. C'est l'arrivée du PC. Et oui, c'est ça, c'est l'arrivée du PC et du marketing qui ciblait particulièrement les hommes avec ça. Donc, pour comprendre en fait ce qui s'est passé, donc ce décrochage que vous voyez tout en haut, il faut revenir à peu près 10 ans avant, donc dans les années plutôt 70, où donc l'informatique est un domaine qui est en plein essor. Et on est plutôt dans une société patriarcale, donc les femmes sont bien moins payées que les hommes, et les femmes ont pourtant leur place dans l'informatique. Et là, on a les dirigeants des grandes entreprises d'informatique qui comprennent que c'est un domaine où il faut investir et que les métiers de l'informatique risquent de rapporter donc, demain, mais ça ne pouvait pas rester un domaine de femmes, du coup, et être rémunéré à ce niveau-là. Donc, a commencé des campagnes de masculinisation vraiment du domaine. Donc, par exemple, aux États-Unis, on a le domaine qui a été renommé. Donc, on est passé de computer science à software engineering. Pourquoi? Parce qu'on va en faire un domaine vraiment réservé aux hommes dans l'ingénierie, un domaine pointu de la science pour les hommes. On a d'autres exemples comme des associations de professionnels masculins, ou les femmes, ou sinon des événements où les femmes sont exclues. Et vient alors aussi des tests de sélection, où on ne va favoriser que les aspects scientifiques, donc des tests qui ne favorisent pas forcément à ce moment-là les femmes. Et donc finalement, si on regarde un peu le profil de ce qu'on recherche comme personne, on cherche un homme un peu geek et un peu antisocial. Un peu. Et à partir de là, donc, naît le mythe du geek dans son garage et tout ce marketing qui vient derrière. Et finalement, on a, voilà, Bill Gates, je ne sais pas quel âge, mais voilà, Bill Gates, vous avez cette image-là. Et à partir de là, donc, on a les PC qui sont accessibles finalement qu'aux garçons, de familles aisées dans les pays occidentaux, et qui se retrouvent dans ces familles-là. Et à côté de ça, on a le marketing donc, qui continue à montrer cette image de la femme qui est maintenant du coup totalement en background et l'homme est sur l'informatique. Et ça a perpétué pendant plusieurs années. Moi, par exemple, il y a 20 ans du coup, à peu près, je jouais à Donkey Kong sur une Game Boy. Et alors, tu sais que je m'étais jamais fait la réflexion justement, et moi aussi je jouais beaucoup à la Game Boy, mais du coup c'est bizarre qu'ils aient pas appelé ça une Game Girl quand même. Et ouais, bizarre. Voilà, et finalement on a le même phénomène donc, dans les écoles où les femmes enfin les hommes du coup ont l'habitude d'utiliser la machine, le PC et sont beaucoup plus à l'aise dessus.
alors que les femmes un peu moins, donc ça décourage et ça fait des réorientations, par exemple dans le marketing, les achats. Les achats, oui. Les achats. Voilà. Donc dans ces domaines-là. Et si, bon, on n'a pas voulu mettre trop de choses, mais si on devait mettre là la courbe des femmes dans les écoles d'ingénieurs en France, on a exactement la même chose, où en fait, un peu avant les années 90, on a un pic, et puis juste après, ça chute, et après, c'est un encéphalogramme plat à 10% de femmes dans les écoles d'ingénieurs françaises, spécialisées en informatique. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai compris en fait. C'est pas faux. Et si on fait un parallèle avec, effectivement, si on parle des études informatiques, la tendance est la même dans tous les pays, surtout les pays à revenus élevés. Alors pour tous les pays pour lesquels on a des données, les chiffres ont baissé de 2 à 13 points depuis les années 2000. Alors pour autant, il y a quelques exceptions, on va se rassurer. Il y a la Turquie, qui avait déjà 29% de femmes dans les filières informatiques, maintenant ils sont à 35% de femmes. Il y a des pays comme l'Iran, dans lesquels il y a plus d'ingénieurs femmes que d'ingénieurs hommes. Et puis, moi, il y a un exemple qui me parle le plus, c'est l'Inde. L'Inde, la courbe, elle s'inverse, la tendance est inverse. Il y a de plus en plus de femmes dans ces filières-là, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'il y a les écoles d'ingénieurs informaticiens destinées aux femmes sont de plus en plus nombreuses. Et la deuxième raison, et c'est là que ça prend tout son sens, ce sont les parents qui poussent leurs filles à aller vers ces filières-là. Pourquoi? Parce que l'informatique, c'est un secteur en plein essor, parce qu'elles sont garanties de trouver du travail à la sortie de leurs études, et que du coup, ça leur offre des perspectives d'ascension sociale. Oui, et ses parents ont bien raison, parce qu'en 2016, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, mais Dell et l'Institut du Futur ont publié que 83% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. 83%, c'est énorme, et 2030, c'est demain. Et ils seront surtout portés par le digital, la tech. Donc c'est vraiment un domaine où il faut y être. Et quand je vois la courbe de tendance que j'ai tracée là, à la main, parce que je suis data scientist, je me pose la question vraiment de la place de la moitié de la planète finalement dans l'avenir de demain. Donc on vous a présenté le constat avec les chiffres, l'historique, mais on vous a aussi parlé en introduction du fait que la diversité pouvait apporter de la performance dans les équipes. Alors dis-moi, Jamie, t'as pas une petite étude à nous présenter? Oui. Ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai une étude donc qui va vous illustrer parfaitement ça, concrètement plutôt, et sur des chiffres de la plateforme GitHub, que j'imagine vous connaissez tous, donc la plateforme open source ou de gestion collaborative de code, où vous arrivez avec votre projet et tout un chacun peut venir y contribuer, tout un chacun qui peut faire partie du projet ou être totalement hors du projet. Là, on s'intéresse aux chiffres des personnes donc, qui ne sont pas dans le projet en lui-même. Et donc, quand on analyse de plus près les chiffres, lorsque les femmes proposent une contribution et qu'elles ne révèlent pas leur genre, leurs contributions sont acceptées à plus de 78%. A contrario, lorsqu'on perçoit que c'est une femme, ou plutôt lorsque le profil est perçu comme une femme, donc si un avatar laisse penser que c'est une développeuse, ou si le nom de la personne laisse penser que c'est une femme, on descend à 62%, un peu plus de 62% d'acceptation de son code. C'est assez énorme. Alors, côté homme, ça donne, il y a effectivement une baisse, mais on descend à 71% et pas à 62%, comme ça. Donc il y a un réel biais en fait qui s'est installé depuis tout ce marketing que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ancré en chacun et qui a notamment ce stéréotype où le travail des femmes a l'air mal perçu aujourd'hui. Donc le travail des développeuses est aujourd'hui mal perçu. Et c'est assez dommage en fait parce que si on regarde dans le détail, donc au niveau du langage précisément, donc lorsque les femmes contribuent, c'est en orange et les hommes en violet. Donc si on prend par exemple le Python, parce que c'est un langage que j'aime bien, les femmes ont un taux d'acceptation de leur contribution à plus de 80%, alors que les hommes un peu moins. Si on regarde le JS, le langage de Soline, entre autres, on est à 77% pour les femmes et plutôt 73% pour les hommes. Et globalement, quand vous regardez, là, finalement, la barre orange est toujours un peu au-dessus de la barre violette. Donc il y a une forme de qualité qui en ressort,
mais quand on sait que c'est une femme, on n'y va pas. Alors je me répète, mais c'est écrit en gros dans le slide, mais effectivement on peut se priver de compétences en n'ayant pas plus de femmes dans ses équipes. Mais il y a d'autres risques, Vanessa. Oui, il y en a d'autres. Je vous disais que la diversité pouvait être source de performance pour votre entreprise. Et effectivement, parce que finalement, les femmes en fait sont les premières adoptantes, aujourd'hui on le sait, des nouvelles technologies. Donc ça va être celles qui vont utiliser le plus les smartphones, les applications qui sont dessus, les réseaux sociaux, ou même Internet. Et pourtant, elles sont que 30% à le construire. Donc c'est assez dommage quand aujourd'hui on est dans un moment où on met en avant toutes ces méthodologies agiles, où on met l'utilisateur au cœur du projet et très, au plus proche de la conception. Et finalement, là, pas tellement. Alors c'est vrai que depuis le début, on oriente notre message sur les hommes et les femmes, mais en fait c'est un message plus fort d'inclusion et de diversité au global. Moi, ça me rappelle un exemple de solution d'analyse d'images médicales qui est basée sur de l'intelligence artificielle et qui a été co-développée avec des médecins, parce que comme le disait Vanessa, effectivement, les premiers utilisateurs doivent être aussi les premiers co-développeurs. Et quand on sait que les femmes utilisent 14% fois plus Internet que les hommes, si on veut les cibler en bout, il faut qu'elles soient aussi à l'origine de la chaîne. C'est bien ça. Et tu fais bien de parler de l'IA parce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment et qui fera sûrement notre monde de demain ou même notre monde actuel. Mais avant de laisser faire ça, il y a 2 points où il faut rester très vigilant. Premier point, c'est que l'IA en général, donc le machine learning, l'IA, deep learning, tout ça, se base sur une base de données d'apprentissage. Et il faut s'assurer que cette base de données, finalement, reflète la diversité de notre société. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, on voit plusieurs exemples où ce n'est pas vraiment le cas. Donc on peut peut-être en citer quelques-uns. Oui, moi ça me rappelle cet été, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais on a tous fait le FaceApp Challenge pour voir à quoi on ressemblerait dans quelques années. Et ouais. Il me semble que justement, FaceApp, c'est un filtre à selfie pour faire vieillir les visages qui est basé sur une base d'intelligence artificielle. C'est bien ça, donc de la classification d'images. Et effectivement, donc Aurélie, comment étaient tes résultats? Plutôt bien ou... Alors j'ai hésité à vous mettre la photo. Et puis j'ai pas hésité longtemps en fait. Oui, voilà. Mais en général, donc, quand vous êtes plutôt un homme de type caucasien, ça va plutôt très bien marcher parce qu'aujourd'hui on a des banques d'images assez grosses avec ce type de visage, alors que plutôt pour des femmes ou des femmes ou tout simplement d'autres types de catégories ethniques, ça va être un peu plus compliqué et ces IA seront un peu moins performantes. Donc on a cet exemple-là assez récent où on voit que la nécessité d'avoir une base d'apprentissage de l'IA qui reflète cette diversité. Un peu plus récemment, non, peut-être pas, Amazon a par exemple arrêté des tests d'un algorithme qui devait aider au recrutement. L'algorithme en fait pénalisait systématiquement tous les CV qui contenaient le mot femme sur des postes techniques. Donc là encore, parce qu'il n'y a pas assez dans les bases d'apprentissage de l'IA, pas assez de représentativité de femmes dans les postes techniques, ça ne fonctionne pas. Et vous avez peut-être un petit dernier entendu parler sur Twitter, un chatbot qui s'appelle TaiAI de Microsoft, qui en moins de 24 heures était devenu raciste, misogyne et complotiste, enfin toutes les belles choses de la société. Et là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que des gens avaient passé la journée à troller le chatbot. Donc finalement, ça a pollué sa base d'apprentissage et ça a erroné totalement ce qu'on voulait en faire. Donc on voit qu'il est important d'avoir cette base qui reflète la diversité de la société. Mais quand bien même on le ferait, il y a un deuxième point qui reste important, c'est tout simplement les biais qui sont inconscients et qui sont ancrés dans celui qui programme l'IA. Donc les développeuses et les développeurs, les data scientists. Et ça, finalement, pour le contrer, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement avoir une équipe de dev avec un maximum de diversité, tout simplement.
Et donc, comment on fait donc, pour pratiquer le DevOps, pour y arriver? Le DevOps pour les nuls. Donc effectivement, une fois qu'on vous a dit ça, on fait quoi? Alors il y a plusieurs axes. D'abord, il y en a un premier, c'est le recrutement. On peut tous être amenés à constituer une équipe parce qu'on est manager, on est chef de projet, on a une équipe, et donc à rédiger une fiche de poste ou une fiche de mission. Donc ce qu'il va falloir, là où il va falloir être vigilant, c'est de ne pas rédiger une offre de poste qui soit trop genrée par le vocabulaire qui est utilisé. Donc recherche data scientist F/H, ça suffit pas? Non, ça suffit pas, ce serait trop facile de préciser homme ou femme. Non, ça suffit pas, il va falloir faire attention donc, au vocabulaire qu'on emploie, parce que des fois, je caricature exprès, on dirait quand on lit certaines annonces, je cherche un gars pour rejoindre ma banque de gars. Et donc forcément, ça peut rebuter certaines femmes à franchir le pas et à postuler là où elles auraient les compétences du poste en question. Et puis, on sait que si on veut des femmes, il va falloir faire un petit effort supplémentaire, parce qu'il y a des études qui prouvent, c'est pas moi qui le dis, il y a des études qui prouvent que les femmes postulent à une offre d'emploi quand elles cochent 80% des compétences qui sont rédigées sur l'offre. Et pour les hommes se lancent. Ouais, ça rigole déjà. Non, ça va, ils attendent quand même d'avoir un minimum. Ils se lancent quand ils ont 50% des compétences. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un petit effort supplémentaire pour que les offres d'emploi soient plus attractives et pour que les femmes se lancent. Il va peut-être falloir aller un peu les chercher. Alors, moi, je sais que j'ai une équipe 100% masculine. Les personnes qui me proposent des profils actuellement, je les tanne pour qu'elles me proposent des profils féminins. Alors, c'est difficile, je le sais, mais je lâche pas l'affaire. Parce que il arrive qu'au milieu de tous ces profils, on trouve un profil féminin, la perle rare, et je peux vous dire qu'après, on ne veut plus la lâcher, cette perle rare. Mais pour autant, l'idée, c'est pas de dire on va instaurer des quotas, il faut tant de femmes dans les équipes, etc. C'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. Ça desservirait la cause et ça servirait surtout pas à la femme qui va être choisie sur un poste sur lequel elle n'a pas les compétences. Oui, donc ce que finalement dit Aurélie, c'est que au-delà donc de tout ça, il y a un vrai challenge individuel qu'il faut mener. Parce que, en fait, tous ici, vous êtes atteints du syndrome du mini-me. Donc, vous connaissez? Non. Donc, le mini-me, en fait, c'est tout simplement que vous valorisez chez les autres vos qualités. Donc, et du coup, quand vous recrutez quelqu'un, vous allez valoriser quelqu'un qui a les mêmes hobbies que vous, quelqu'un qui a fait le même cursus que vous, mais tout simplement parce que vous avez un bon feeling, parce que vous retrouvez chez lui quelque chose de vous, et donc vous vous retrouvez avec une équipe de mini-vous. Donc c'est super, mais en termes de diversité, c'est assez moyen. Donc il faut se challenger de temps en temps, et se dire, bon, ok, cette fois, un peu comme Aurélie, hein, finalement, cette fois, je vais aller un peu au-delà, j'étends le panel de compétences de mes équipes, et j'essaie de recruter un profil qui ne me met pas à l'aise forcément, mais je sors de ma zone de confort et je vais chercher quelqu'un de différent pour cette diversité. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien autour de ces sujets-là. C'est vraiment des sujets sociétaux. La preuve, avec Vanessa, aujourd'hui, on a un créneau pour venir vous parler sur un événement comme le DevOps d'idées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'associations qui se sont créées ces dernières années. Je pense aux associations Elles Bougent, les Digital Ladies, les Girls in Tech. Girls in Tech, par exemple, ils organisent un événement le 30 novembre à Marseille. Soline, développeuse, et Vanessa, data scientist, vont aller témoigner auprès de collégiennes pour justement servir de rôle modèle féminin, pour montrer que oui, il y a des femmes dans ces voies-là, oui, on peut réussir quand on est une femme, et donner envie et inspirer ces collégiennes, ces adolescentes à pouvoir aller justement dans ces filières-là, parce qu'on a vu qu'il y avait de moins en moins de femmes qui allaient dans ces filières informatiques. Il y a aussi d'autres événements, je pense à la journée de la femme digitale, c'est un événement qui a lieu une fois par an à Paris depuis 7 ans. Cette année, le lancement a été fait à Matignon par Édouard Philippe, donc c'est des vrais sujets de société. Et cet événement, justement, il a pour but de mettre en lumière des rôles modèles féminins, des blogueuses, des développeuses, des PDG, etc., peu importe, mais de mettre en lumière ces femmes qui réussissent, qui ont un parcours, qui partagent leur expérience, et d'inspirer certaines autres femmes de passer ces barrières-là et de se lancer dans ces carrières, et puis aussi qu'il y ait une prise de conscience sur tous ces chiffres tels que ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et au-delà de ces rôles modèles pro,
on peut tous être ici des rôles modèles du quotidien. Pour ma part, par exemple, c'était mon oncle qui a été mon rôle modèle, donc c'était un homme, hein, mais ça reste un rôle modèle, qui, à mon adolescence, 13-14 ans par là, a totalement fait abstraction de mon genre et m'a initié à l'informatique. Donc ensemble, on installait Windows, les drivers qui allaient avec, on étendait, on a rajouté des barrettes de RAM à au PC, ce genre de choses. Et finalement, quelques années après, je suis diplômée d'une école d'informatique. Donc voilà, pour la suite des choses. Et après ça, on peut aussi se dire que là, donc bientôt, j'ai une fille à venir et j'espère être, moi et mon conjoint, les premiers rôle modèles de ma petite fille, notamment en faisant ces types d'activités avec elle, donc par exemple démonter mon smartphone parce que j'aime bien faire ça, ou oui, ou tout simplement passer une journée à installer des consoles de gaming rétro sur un Raspberry Pi parce que son père aime bien ça. Et pour qu'elle aussi, finalement, comprenne que l'informatique, c'est du quotidien, c'est notre monde d'aujourd'hui, et qu'il n'y a rien d'inaccessible là-dedans. Alors vous avez compris, on n'a pas vraiment de formule magique pour recruter plus de femmes, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas plus si on ne brise pas les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre liés aux professions et les stéréotypes de genre tout court. On sait aujourd'hui que les stéréotypes de genre sont ancrés dans les cerveaux des enfants dès l'âge de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ici, en tant que maman, papa, oncle, tante, on a quand même des messages à faire passer. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jouets et de livres qui ont comme ça pour but de casser les stéréotypes de genre, mais on a tous aussi un rôle à jouer à notre niveau pour montrer que ces voix-là ne sont pas des voix qui sont réservées aux femmes. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce sont des messages qui ne me parlaient pas plus que ça il y a encore 2 ans. Alors j'ai fait des études informatiques comme Vanessa, on n'était pas nombreuses. J'arrive dans le monde du travail, on n'était pas nombreuses. Je suis dans le domaine infrastructure, on n'est pas nombreuses. Et aujourd'hui encore dans le cloud, je me retrouve souvent à être la seule femme toute la journée avec mon équipe en réunion. Et j'avais pas conscience que les chiffres aient baissé encore. Et donc, on vous remercie d'être venus là à notre conférence. On remercie Triptyque de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. On espère qu'on vous a appris quelque chose. On espère que vous allez passer des messages et que, au-delà du sujet homme-femme, c'est vraiment un message d'inclusion et de diversité au global qu'on a voulu faire passer aujourd'hui. Merci. Merci à tous.